L'éveil de la chenille. Voici comment un être humain peut changer. Il y a une chenille, accro aux feuilles de vigne. Tout à coup, elle s'éveille. La grâce peut-être? Peu importe. Quelque chose la réveille et elle n'est plus chenille. Elle est le vignoble tout entier et aussi le verger, les fruits, les troncs, une sagesse et une joie croissantes qui n'ont pas besoin de dévorer. Signé Rumi. Pour commencer. 1. La première fois que j'ai rencontré sa sainteté le Dalai Lama, on m'a invité à lui poser une question. Il a tendance à s'étendre sur le sujet, m'a dit son entourage. Alors, une seule question. Bien entendu, je me suis mise à stresser. Une question. J'interviewais sa sainteté dans le cadre d'une rubrique dans un magazine dans laquelle j'explorais les moyens d'améliorer notre qualité de vie. Cette rubrique était le résultat de l'une de mes orchestrations les plus brillantes. À l'époque, atteinte d'une maladie liée à l'anxiété, j'étais trop faible pour exercer un travail normal et trop fauchée pour me procurer les traitements dont j'avais besoin. Alors je m'étais fabriqué un métier sur mesure, dans lequel je testais toutes sortes de moyens d'aller mieux. D'une pierre deux coups. Je délibérais pendant des jours. Comment allais-je réduire d'innombrables interrogations à la question qui nous procurerait le salut à nous, pauvres occidentaux, en quête d'une voie qui a plus de sens au milieu de toutes ces angoisses existentielles confuses, étouffantes et pesantes. Ma tête se mit à tourner et à débattre. Qu'avons-nous besoin de savoir exactement? Sommes-nous ici pour devenir des êtres supérieurs? Pourquoi sommes-nous si seuls? Y a-t-il un grand plan qui régisse les 85 ans qui nous sont accordés? Quand nous nous rencontrons quelques semaines plus tard, sa sainteté me baise la main et retire ses ongles. Nous nous enfonçons dans les fauteuils de la chambre d'hôtel voisine. Je n'ai toujours pas ma question. Alors je demande la chose qui me préoccupe le plus sincèrement à ce moment-là. Comment faire taire mon mental? Vous savez, comment mettre fin au bavardage incessant qui nous rend si nerveux, si fébriles, incapables de saisir le moment présent à la fin du cours de yoga quand le prof en parle comme s'il s'agissait d'un produit que l'on trouve en rayon. Sa sainteté se met à rire et se mouche dans une serviette en papier qu'il glisse dans l'ouverture de sa robe, comme le faisait ma maîtresse de CM1. « Pas besoin, dit-il, stupide, impossible à réaliser. Si vous pouvez, super, sinon, grande perte de temps. » Mais vous, vous devez y arriver, dis-je. Sans rire, si le pape est catholique, le Dalai Lama doit pouvoir calmer son mental, non? Non! Si je reste dans une caverne pendant 1 an sur une montagne, alors j'y arriverai peut-être, mais pas garanti. Il agite la main. De toute façon, je n'ai pas le temps. Il y a mieux à faire, explique-t-il. Comme apprendre l'altruisme à des millions de gens dans le monde. Sa sainteté me parle alors de son voyage récent au Japon, de son tapis de course qu'il met en marche tous les matins à 3 heures, et de ses accès de colère. Et oui, le Dalai Lama s'énerve. Mais il ne dit rien de plus sur l'expérience humaine atroce, consistant à avoir un mental agité, en roue libre, qui avance devant nous,
hors de notre portée, nous rend fous et nous donne l'impression que nous avons tout faux, comme si le sujet ne l'intéressait pas. Je le quitte, démoralisée et anxieuse, et sans idée fulgurante pour ma rubrique. Pourtant, quelques jours plus tard, en défendant la réponse apparemment inconsistante du Dalai Lama devant mon ami Irani, je comprends ce que sa sainteté a fait. La réponse qu'il m'avait donnée s'accompagnait d'un cri, un sous-titre en lettres capitales. Vous êtes bien tel que vous êtes. Il m'avait fait, à moi et à tous ceux que leurs pensées bourdonnantes maintiennent éveillés jusqu'à 4 heures du matin, déversant leurs monologues sur leur pauvre âme désespérément agitée, un bon gros câlin en robe rouge. C'était parfait. En fait, il se produit une chose étrange. Quand on se rend compte que le problème gigantesque et omniprésent qui nous préoccupe n'a plus besoin d'être résolu, on prend une inspiration profonde et ample et on se détend un peu. On lâche prise et on passe à des choses plus intéressantes. Je présume que vous lisez ces lignes parce que vous êtes vous-même un inquiet dont le mental va trop vite, trop loin, sans frein, et que, comme moi, vous avez tout essayé pour venir à bout de cette inquiétude, parce que les inquiets font vraiment, vraiment beaucoup d'efforts dans tout. Ils ont aussi tendance à penser qu'ils doivent régler les problèmes. Et comme moi, vous avez dû vous demander s'il y avait moyen de faire autrement. Avant de poursuivre, j'aimerais dire ceci. J'écris ces mots parce que j'en suis venue à penser qu'on pouvait être inquiet, bavard dans sa tête, éveillé à 4 heures du matin, faire des efforts dans tout et continuer à avoir une vie super. Et c'est le Dalai Lama qui me l'a dit. J'irai même un peu plus loin. J'en suis venue à penser que l'inquiétude pouvait être en soi l'élément vous mettant sur la voie d'une vie super. Point 2. Quand Dieu était en train de distribuer le mode d'emploi de l'existence, j'étais aux toilettes ou en train d'étendre le linge avec maman. J'ai l'impression que je suis la seule personne de cette planète à être passée à côté. La première fois que j'en ai pris conscience, j'avais 15 ans. J'étais accroupie derrière un rideau dans un centre commercial de Canberra et j'attendais de voir si j'allais gagner le concours de mannequin de Miss GB's. Quelques mois auparavant, une préposée aux cabines d'essayage un peu mémère m'avait interpellée pendant que je regardais des soutiens-gorge au rayon. Il m'avait demandé si elle pouvait me prendre en photo. Ouais, d'accord, avais-je répondu, mi-boudeuse, mi-souriante devant l'objectif. 2 semaines plus tard, je recevais une lettre m'invitant à participer à un concours sur la scène centrale du centre commercial. Il y avait à la clé un contrat de mannequinat, une séance photo pour le magazine Dolly et un ensemble soutien-gorge culotte. Les autres finalistes bavardent et rient en attendant l'annonce du jury. Elles s'attillent genre pom-pom girls et semblent toutes porter les mêmes escarpins stainless et micro-robes noires en lycra qu'elles tirent sans arrêt sous leurs fesses, mais sans se pencher car cela abîmerait leur coiffure savamment laquée, dont s'échappent quelques mèches qui tombent devant leurs yeux. Je ne dois pas avoir compris la consigne. Je porte une grosse robe longue en coton mélangé, blanche, avec des chaussettes en accordéon beige,
et des Richelieu Sport Girl à la semelle fendue. Un peu Linda Kozolski dans Crocodile Dundee, un peu Out of Africa. J'avais emprunté la robe à une fille du collège et l'avait ajustée à ma taille en cousant soigneusement quelques passes à la main. Mon père avait recollé mes chaussures fendues et les avait fait sécher toute la nuit sur le chauffe-eau. Je me sens nerveuse et, oh là là, terriblement seule. Voici ce qui vient de se passer. Lors de mon deuxième passage sur le podium, devant les clients du samedi matin du centre commercial, j'ai fait demi-tour devant le jury. Tous les regards se sont tournés vers moi. Et puis, le temps s'est arrêté et le silence est tombé, comme avant un incendie de forêt. Et puis, une boule bien serrée de papier toilette est tombée dessous ma robe et a atterri dans un léger pfff, juste sous le nez des jurés. J'étais à l'époque une adolescente pas encore formée et un peu gauche. Je glissais des boules de mouchoirs en papier ou de papier toilette dans mes culottes pour rembourrer mes hanches inexistantes. Je portais des jeans la plupart du temps. Je mettais les boules de papier dans les poches avant de les laver et de les faire sécher au soleil, créant ainsi des courbes sur mesure en papier mâché. Je portais aussi 2 voire 3 t-shirts les uns sur les autres, dont je roulais les manches, avec des chaussettes de football pour étoffer ma carcasse maigrichonne. J'étais un simulacre de forme féminine que je construisais soigneusement, nerveusement, chaque matin. Derrière le public, mon père s'est mis à crier « Bravo, ma beauté !» comme il le faisait lors des compétitions sportives, chaque fois que mes frères, ma sœur et moi-même étions dans la dernière ligne droite, quelle que soit notre place dans le classement. J'ai détalé derrière le rideau. Étais-je mortifiée, morte de honte? Non, le problème n'était pas là. C'était plutôt que cette épreuve avait déclenché une crise panique. Une lame de fond incontrôlable me laissant seule avec moi-même. Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'étais sur le qui-vive, le souffle coupé, avec le lot culotte soutien-gorge attribué à la 2e place. Totalement désancré, dérivant dangereusement. J'étais persuadée que je n'y étais pas du tout. Je ne comprenais rien à la vie, contrairement à tous les autres habitants de cette planète. Eux avaient le mode d'emploi. Ils avaient le document qui leur montrait comment intervenir dans une conversation détendue. Ils avaient les instructions pour choisir la bonne voie professionnelle. Ils avaient l'air de savoir pourquoi ils existaient. Merde, merde, comment allais-je m'en sortir dans cette chose qu'on appelle la vie? Cela dit, l'une des choses vraiment, vraiment appréciables quand on vieillit, c'est qu'on se rend compte qu'il n'existe aucun mode d'emploi. Un jour, ce constat émerge, personne ne capte rien, personne ne sait ce qu'il fait. Il se trouve que nous faisons tous beaucoup d'efforts pour avoir l'air de connaître le mode d'emploi et de savoir comment se comporter dans une grande cabriole qu'on appelle la vie. Nous abhorrons à sourire plutôt que de dire à nos amis à quel point nous sommes seuls, et nous faisons du bruit, de grandes déclarations verbeuses dans des dîners pour que chacun soit certain de notre certitude. Nous sommes aussi drôles que ça. Point 3. Dans son autobiographie The Fry Chronicle, Stephen Fry écrit « Derrière le masque d'assurance, d'aise et de confiance que je porte, si facilement qu'il se transforme souvent en un sourire qui semble être de complaisance et d'autosatisfaction, se cache
l'état véritable d'anxiété, de doute, de dégoût de moi-même et de peur dans lequel j'ai vécu et continue à vivre. Signé Stéphane Free. 2 remarques à ce propos. Première remarque, quel soulagement immense de savoir que nous portons tous des masques et de les voir tomber chez les autres. Ouf, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble dans cette galère. Ce n'est pas de la schadenfreude mesquine que j'éprouve, mais une véritable connexion. Vraiment. Mon ami Rick, qui est beau et terriblement honnête, m'a appelé un matin pour me demander « Ma chérie, pour quelle raison écris-tu précisément ce livre ?»« Parce que c'est plus fort que moi, et parce que j'en ai assez de me sentir seule, » ai-je répondu. Puis j'ai cité ces mots du philosophe Alain Botton, trouvés sur le site de The School of Life. Nous devons souffrir seuls, mais nous pouvons au moins ouvrir les bras à notre prochain aussi torturé, aussi fracturé et surtout aussi anxieux que nous, comme pour lui dire le plus gentiment possible « Je sais ». « Bien », m'a répondu mon ami Rick, avant de raccrocher. Deuxième remarque, quand on comprend qu'il n'existe pas de mode d'emploi, une opportunité se présente soudain. Si personne ne sait ce qu'il est en train de faire, s'il n'y a aucune bonne façon de vivre sa vie, alors on doit pouvoir choisir la sienne, non? Point 4. Mon merveilleux frère, Ben, m'a récemment demandé au téléphone. « Tu te souviens, le jour où tu es resté coincé dans le bus à cause du parfum de la femme ?»« Non, je ne me souviens pas. » Mais si Ben, la mémoire d'éléphant de la famille, dit que c'est arrivé, c'est que c'est arrivé. Ben a 16 mois de moins que moi et je me rends compte seulement maintenant qu'il a été pour moi un roc pendant des années. Avec ses « Sarah, t'inquiète », il a été pour moi une véritable Mandy. Apparemment, j'étais tellement stressée par l'odeur de la femme assise à côté de moi dans le bus que je me suis couvert le visage et ai manqué plusieurs arrêts. Le parfum m'a toujours angoissée, et j'avais 6 ans. Je suis anxieuse depuis très très longtemps. Je ne sais pas quand ni comment l'anxiété est apparue, mais je n'ai aucun souvenir de ma vie sans elle. Point 5. On m'a diagnostiqué des troubles anxieux et des troubles du sommeil à 12 ans, puis la boulimie vers 18 ans, des troubles obsessionnels compulsifs dans la foulée, ainsi qu'une dépression et une hypomanie. Et peu après mes 20 ans, une maniaco-dépression, ce que l'on appelle désormais trouble bipolaire. J'ai vu une bonne trentaine de psychiatres, de psychothérapeutes et de guérisseurs, en général 2 fois par semaine pendant plusieurs années d'affilée. J'ai pris des traitements antiépileptiques, anxiolytiques, antipsychotiques de 17 à 28 ans. Je suis passée par les thérapies cognito-comportementales, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, la psychanalyse, le coaching spirituel et les dessins dans le sable. Pendant de longues périodes de solitude, j'ai dû m'écarter du chemin. J'ai manqué l'école, arrêté mes études à 2 reprises, démissionné de différents postes, et j'ai été incapable de sortir de chez moi pendant 1 année, là aussi à 2 reprises. Je peux maintenant affirmer que c'était chaque fois de l'anxiété, chaque fois, simplement avec des saveurs différentes. Mais à 27 ans, j'ai décidé de faire les choses à ma façon. Je vivais à Melbourne, rédigeais des critiques gastronomiques et des portraits de célébrités dans un journal du dimanche.
J'écrivais aussi une tribune hebdomadaire le jeudi soir et passais un moment merveilleux sous pression qui me permettait d'exprimer mes pensées sur les SDF, le féminisme et les raisons pour lesquelles les hommes font toujours de la marche rapide 2 par 2. Je venais de rompre avec mon premier petit ami et vivais avec un artiste sympa dans une maison mitoyenne du quartier de South Yarra, attendant d'être démolie. Nous écrivions sur les murs, du lierre poussait dans la cuisine, nous cuisinions du ragoût, et je m'étais donné pour mission d'explorer la sexualité. Je m'y étais mise tard et n'avais eu jusqu'alors qu'un seul partenaire sexuel. J'étais disposée à m'amuser. Ça a été une expérience plaisante, sans douleur ni compromis. Les choses avaient l'air alignées et super fluides. Alors j'ai cessé d'aller voir la psychiatre qui me suivait depuis très longtemps. Je lui ai présenté une argumentation imparable pour justifier mon départ. Je suis prête, ai-je dit. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant. La vie n'est pas un entraînement ou une répétition générale. Je suis prête à travailler. Il faut simplement travailler dur, n'est-ce pas? J'en suis capable. Il suffit de se bouger le cul. Elle m'a serré la main et je suis sortie de son bureau à la lumière tamisée donnant sur le parc Albert de Melbourne. Je me rends compte à présent que j'étais probablement au début d'une phase légèrement maniaque. 6 mois plus tard, j'avais terminé tous mes traitements, fini mes médicaments l'un après l'autre et choisi de ne plus m'en faire prescrire. En dépit des apparences, ce ne fut pas une période de changement radical. C'est typique des moments importants de ma vie qui semblent toujours émerger lentement tel un cliché polaroïde. Rares sont, à mon avis, ceux qui font des changements décisifs en un claquement de doigts, en particulier ceux d'entre nous qui sont installés dans le monde nébuleux de l'anxiété, où les lignes nettes entre le normal et le névrotique cessent d'exister à un moment ou un autre. Cela dit, je pense que mon cheminement d'adulte, celui que j'ai couché dans le livre que vous avez entre les mains, a commencé le jour où je suis partie de chez ma psy, en cette matinée d'automne. Je me souviens de cette lumière douce, et de moi serrant victorieusement les poings en marchant vers l'arrêt du tram. J'étais en train d'inventer mes propres règles face à ce que tout le monde s'entêtait à considérer comme une maladie, et je savais que j'étais prête à les suivre. On me demande comment j'ai fait. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai choisi. J'ai pris la décision et m'y suis tenue, essentiellement motivée, pour être honnête, par le fait que rien d'autre n'avait fonctionné. Je parle au fil des ans, à un grand nombre de névrosés actifs, et tous me disent la même chose. On choisit. On ne sait pas toujours pourquoi, mais on le fait. On s'engage et on s'attelle à la tâche. Et oui. Et puis on chancelle, et on foire, et on repart à zéro. Vers 35 ans, j'ai eu un nouvel épisode maniaque et des troubles obsessionnels compulsifs. Je me débat avec les TOC depuis l'âge de 11 à 12 ans. Il faut que je tapote les choses, que je vérifie, que je me lave les mains, par série de 3. C'est un rituel du soir exclusivement. Je tapote les interrupteurs, les portes et les robinets de la salle de bain une fois que tout le monde est couché, et je vérifie en comptant jusqu'à 3 ou jusqu'à un multiple de 3 ce qui se trouve sous mon lit. Petite, je comptais pratiquement tout par 3. Les craquements, les gouttes, les fois où je retournais mon oreiller du côté le plus frais, quand je ne parvenais pas à m'endormir. Je sais que mon cas s'aggrave quand je ne compte plus les choses par 3, mais par 4 ou 5. À 35 ans, j'ai eu des pensées suicidaires pour la deuxième fois de ma vie. Pendant 9 mois, j'ai été incapable de sortir de chez moi ou de travailler. Tout s'est détérioré
une fois de plus. Depuis, je suis retournée voir des thérapeutes. J'ai repris des médicaments et puis j'ai de nouveau tout arrêté. J'ai des périodes de crise d'anxiété tout au long de l'année. J'ai du Valium dans ma pharmacie, en cas où. Mais je suis maintenant sur cette voie. Je trébuche par moments sur un chemin perpétuel pour trouver des moyens de mieux nous entendre, ma compagne anxiété et moi-même. C'est tout ce que je fais. Comme une personne l'a écrit sur mon blog il y a quelques années, Sarah, on fait de son mieux, sans fin. C'est vrai, la clé est là, je crois. J'ai publié plus de 1500 posts sur mon blog et des centaines de milliers de rubriques écrites dans la douleur pour 11 magazines et journaux différents, en plus de 22 ans de carrière au cours desquels j'ai expérimenté de nouvelles idées et des astuces, tout orientées d'une manière ou d'une autre, vers quoi? La compréhension de mon anxiété. C'est une trajectoire professionnelle centrée sur mes problèmes personnels. Où vais-je atterrir? La médecine moderne a préféré traiter mes différentes maladies par des diagnostics séparés. Troubles bipolaires, crise de panique, TOC, troubles du sommeil, ainsi qu'une flopée de maladies auto-immunes que j'ai développées au passage. Mais le psychiatre et l'endocrinologue ne se sont jamais rencontrés. Mais moi je pense que tous les diagnostics se résument à l'anxiété, c'est-à-dire au sentiment irritant que les choses ne sont pas comme elles devraient être, à un malaise qui bourdonne, quel que soit le nom que les médecins lui donnent. Le sentiment est le même. C'est une sensation qui tord les boyaux, prend par surprise, serre le cœur et qui m'enveloppe en une spirale qui se rétrécit et accélère tout autour de moi avec une telle urgence que je me retrouve à dévaler une pente plus vite que mes pauvres jambes ne peuvent le supporter. Je suis consciente que les médecins ne seront pas toujours d'accord avec cela, et en effet, il se peut que j'aie tort. Mais je considère que l'idée mérite d'être explorée. Il est temps d'avoir cette conversation parce que beaucoup d'entre nous sentent bien qu'il manque quelque chose dans le débat. Ce qui me qualifie pour écrire ce livre. Si ce genre de considération vous intéresse, c'est que je suis une bosseuse acharnée. Je m'engage, disposée à travailler et impatiente de lancer la conversation. Je fais également remarquer que je n'ai pas de réponse à... Ouais, vous l'avez probablement déjà compris au bout de 18 pages. Ce livre n'emprunte pas de chemin tout tracé vers le salut, non. Il serpente entre différentes explorations. J'enlève mon masque et partage avec vous ma non-connaissance. Mais, cher lecteur, je vous pose la question. Avez-vous le sentiment au plus profond de votre cœur que guérir de cette anxiété soit la solution? Je pose la question à la fois à tous ceux qui vivent avec l'agitation modérée que nous ressentons tous et à ceux à qui l'on a diagnostiqué un trouble de l'anxiété. La question est tout aussi importante dans les deux cas. Pensez-vous que la situation serait plus agréable si nous pouvions emballer nos incertitudes, nos peurs, nos cogitations nocturnes et nos stratégies d'évitement bizarres, nous les caler doucement sous le bras et voir où elles nous mènent? Ce n'est peut-être pas dans cette introduction que vous allez pouvoir surligner des perles de sagesse. Mais poursuivons notre exploration. Point 6. Dans son poème Le Voyage, Mary Oliver va droit au but. Je n'ai pas pour habitude d'inclure dans mes livres de longues citations ou des poèmes qui interrompent
le cours de la narration. Mais je vous en prie, faites-moi plaisir en le lisant tout entier, il ne fait qu'une page, et abordez-le de sorte que nous partions tous du bon pied. Le voyage. Un jour, tu as enfin su ce que tu avais à faire et tu t'y es mis, même si autour de toi, les voix ont continué à hurler leurs mauvais conseils, même si la maison tout entière s'est mise à trembler et que tu as senti le vieux tiraillement aux chevilles. Répare ma vie, criait chacune des voix, mais tu ne t'es pas arrêté. Tu savais ce que tu avais à faire, même si le vent s'immisçait de ses doigts raides dans les fondations, même si leur mélancolie était terrible. Il était déjà suffisamment tard, et la nuit était agitée, et la route jonchée de branches et de pierres. Mais peu à peu, tu t'es éloigné des voix. Les étoiles ont commencé à brûler à travers les couches de nuages, et une nouvelle voix s'est élevée, que tu as lentement reconnue comme étant la tienne, qui t'a tenu compagnie alors que tu t'enfonçais dans le monde, de plus en plus profondément, déterminé à faire la seule chose que tu pouvais faire, déterminé à sauver la seule vie que tu pouvais sauver. Mary Oliver. Ça vous parle?